Un grand bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du Point Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Jemre Demirkazik, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Jemre. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors, merci d'être au rendez-vous, chers participants. Donc, au menu, comme d'habitude, tout d'abord, en fait, un commentaire sur l'évolution des principaux indicateurs économiques. Et je laisse tout de suite la parole à Jemre. Juste au préalable, bien entendu, n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Merci beaucoup Imen. Donc, comme vous savez, la semaine dernière était une semaine assez compliquée. C'est vraiment les risques de récession qui a guidé l'évolution des marchés actions qui ont terminé pour la plupart la semaine dans le rouge avec un repli de 1,6% des actions monde. Et on a également eu une baisse des rendements obligatoires, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Côté zone euro, en début de semaine dernière, on a eu l'arrêt des approvisionnements de gaz russe via Nord Stream 1 pour maintenance pour 10 jours qui ont vraiment pesé sur les marchés européens. Et également, en fin de semaine, on a eu un retour de volatilité, les turbulences dans la vie politique italienne avec Mario Draghi qui a proposé sa démission alors que le mouvement 5 étoiles n'a pas voté confiance au Sénat sur le décret d'aide supplémentaire du gouvernement aux ménages, ce qui a fait vraiment renaître les craintes de fragmentation de la zone euro. Côté États-Unis, c'est vraiment l'inflation qui a impacté les marchés. Les chiffres d'inflation ont surpris à la hausse en sortant à 9,1% en juin, après 8,6% au mois de mai, en lien bien sûr avec la hausse des prix de l'énergie. Mais ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Fed, c'est que les composantes les plus persistantes de l'inflation, à savoir l'hébergement et les services, n'ont montré aucun signe de ralentissement ou de faiblesse. Donc, ces mauvais chiffres d'inflation, si on peut le qualifier de tel, ont mis pression sur la Réserve fédérale américaine pour accélérer le rythme de hausse des taux, quitte à les rebaisser par la suite une fois que la dynamique d'inflation sera cassée. Donc, c'est également ce qui a expliqué la hausse du dollar sur la semaine, le dollar qui s'est apprécié face à l'euro et aux autres principales devises. Maintenant, si on regarde côté des actifs risqués, comme les matières premières ou les marchés actions, se sont également repliés sur la semaine. Donc, encore une fois, c'était vraiment les craintes de récession qui ont pesé sur ces actifs risqués. Les marchés actions développés continuent, et notamment les Américains et Européens, continuent de souffrir d'une révision à la baisse des résultats des entreprises. Maintenant, si on regarde côté des actions émergentes, les marchés émergents ont nettement sous-performé leurs homologues développés sur la semaine, tirés par la très forte baisse des marchés chinois. Nous allons revenir donc sur la dynamique des marchés chinois dans la suite de notre présentation. Alors justement, donc passons au focus macroéconomique qui est pour le coup consacré à la Chine. Et là, en fait, tu voudrais nous parler justement donc, des dernières informations sur le pays. Et la question c'est, est-ce qu'on est de nouveau dans la tourmente en Chine? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu ce tel repli sur la semaine? Surtout après plusieurs semaines de hausse. Donc, la semaine dernière, les marchés chinois se sont repliés de 7,5%. Donc, il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons assisté à des manifestations immobilières avec un nombre croissant d'acheteurs qui ont menacé d'interrompre le remboursement de leurs prêts immobiliers pour protester contre des appartements qui sont inachevés. Comme vous le savez probablement, en Chine, les préventes sont le plus courant pour vendre un bien immobilier. Et les groupes immobiliers qui ont été déjà fragilisés par la crise immobilière l'année dernière se sont retrouvés face à des difficultés à poursuivre leur chantier et à remettre en temps voulu les logements qu'ils avaient déjà vendus. Ce qui a entraîné la colère des propriétaires qui ont refusé de payer leur mensualité dans au moins une centaine de projets immobiliers, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, cette grève a fait craindre un risque de contagion de cette crise immobilière sur le système bancaire et les banques chinoises qui pourraient, suite à ça, voir la qualité de leurs actifs impactés avec les ratios de créances douteuses qui pourront être multipliés par 3 voire 5%. Par 5, pardon. Et donc, cette nouvelle a vraiment entraîné une baisse des actions bancaires et immobilières.
comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, l'indice bancaire chinois a chuté de 7% sur la semaine. Cette nouvelle a également impacté les prix de certaines matières premières, notamment le minerai de fer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le deuxième graphique. Le minerai de fer qui est vraiment, les prix des minerais de fer sont très corrélés à l'activité de construction en Chine, car c'est très dépendant de la demande chinoise. Et donc, sur les 2 dernières semaines, le minerai de fer s'est déprécié de 22% suite à ces développements en Chine. Mais sur ce côté-là, le problème paraît pour le moment sous contrôle. En fin de semaine, les autorités chinoises ont tenu des réunions d'urgence et ont appelé plusieurs banques à accorder davantage de crédits aux promoteurs en difficulté afin de ne pas aggraver la crise immobilière. Et enfin, derniers éléments qui a un peu pesé sur les marchés chinois sur la semaine, c'était le retour des restrictions sanitaires face à l'augmentation des contaminations au nouveau variant, le variant BA5 d'Omicron. Donc, plusieurs villes chinoises imposent de nouvelles restrictions de déplacement pour vraiment tenter de contenir la progression de ce nouveau variant. Et certaines grandes villes comme Shanghai se préparent à une campagne de dépistage massif, comme vous pouvez le voir sur les images sur la partie droite de l'écran. Donc, en tout cas, sur ce front-là, la Chine reste fidèle à sa stratégie zéro Covid, mais une stratégie zéro Covid dynamique avec des restrictions qui doivent être plus ciblées que possible et pour limiter l'impact négatif que ça peut avoir sur la croissance chinoise, comme on a pu avoir au mois de mars, avril et de mai. Alors, du coup, en fait, le sujet, c'est que parallèlement à cela, on a des mesures qui sont prises ou annoncées et qui vont à contre-courant. Tout à fait. Si on regarde maintenant les perspectives à plus moyen long terme, la situation semble quand même relativement rassurante pour le moment pour la Chine. Comme vous le savez, les autorités chinoises ont clairement changé la tonalité de leur discours pour soutenir leur économie qui était en ralentissement. On a eu une multiplication des annonces et des mesures de soutien économique, ce qui a entraîné un vrai contraste par rapport à ce qu'on observe au sein des pays développés qui resserrent au contraire leur politique monétaire. Par exemple, en Chine, au côté monétaire, on a eu le taux de réserve obligatoire qui ont été abaissés, les taux d'intérêt de référence ont été réduits pour la deuxième fois de l'année, et on a également vu en fait la mise en place des facilités d'accès au crédit. Certains analystes prévoient une hausse de 120 milliards de dollars dans les quotas de crédit pour les grandes banques stratégiques afin de soutenir la construction d'infrastructures, l'objectif étant de stimuler l'investissement et soutenir le secteur immobilier qui est très important, comme vous savez, en Chine, parce que ça représente un peu plus de 25% du PIB. Donc, nous observons vraiment aujourd'hui un rythme économique qui est assez désynchronisé entre la Chine d'un côté, qui assouplit pour soutenir son économie, et l'Europe et les États-Unis qui mènent des politiques de resserrement. Et on a également eu d'autres mesures qui visent à stimuler la demande intérieure avec des baisses d'impôts pour les entreprises et d'autres aides à des ménages qui sont à faible revenu. Donc tout ça devrait vraiment soutenir, on pense, les marchés, et c'est ce qu'on d'ailleurs on a observé. Si on regarde le graphique de gauche, on voit que les marchés chinois ont réagi très positivement à ces annonces et à ces mesures. Ils ont fortement rebondi sur le second trimestre 2022 en affichant des fortes hausses. Par exemple, l'indice MSCI China s'est apprécié de 8% en euros face à l'Eurostock ou au S&P qui se sont repliés environ de plus de 10% au second semestre. Donc, on pense que cela va continuer. Ces mesures à contre-courant vont soutenir les marchés chinois à moyen terme. Et c'est ce qui t'amène, concernant le message de la semaine, à indiquer, donc toujours concernant la Chine, que la balance est en train de pencher plus vers des opportunités d'investissement que vers des risques.
Exactement. Donc, il faut toutefois ne pas oublier qu'il y a un certain nombre de risques qui persistent. La principale et à court terme, celle qui est le plus importante probablement, c'est les inquiétudes qui concernent le risque de délisting, de retrait forcé des sociétés chinoises qui sont listées sur ces marchés américains, donc les fameuses ADR. Ça crée de la volatilité sur les marchés. En début d'année, nous avions eu des annonces plutôt favorables, mais la semaine passée et les 2 dernières semaines, les autorités chinoises et américaines semblent indiquer des difficultés dans les discussions, ce qui réduit les probabilités de voir un éventuel accord dans un horizon court. Donc ça peut en effet entraîner de la volatilité. Il y a également un risque réglementaire, même si sur les 3-4 derniers mois, nous n'avons pas vu de nouvelles annonces réglementaires. Le risque réglementaire, ça reste toujours difficile à appréhender, donc toujours présent. On a également les risques géopolitiques et peut-être, en ce qui concerne la macroéconomie, le ralentissement de l'économie mondiale et l'inflation et la guerre en Ukraine. Avec tout cet environnement donc, qui est négatif, il est pas simple d'affirmer qu'on a atteint un point bas sur les marchés chinois. Mais nous pensons toutefois qu'il y a de nombreux risques qui sont déjà intégrés dans les indices actions et dans les prix. Et la volonté du gouvernement de soutenir l'économie est clairement affichée, donc ce qui devrait limiter le potentiel baissier et constituer un soutien important pour les marchés chinois pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, du coup, donc concernant l'actualité macroéconomique, ce que tu veux mettre en avant, c'est le fait que effectivement, il y a eu une correction violente. Il y a eu une correction violente, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que a priori, on a beaucoup justement donc des mauvaises nouvelles qui ont été intégrées, et on est aujourd'hui face quand même à des opportunités historiques. Tout à fait. Si on regarde maintenant côté micro, les valorisations, c'est vrai que c'est ce qu'on voit. En fait, la désynchronisation que j'ai tout à l'heure parlé pour parler de la macroéconomie, de l'économie entre la Chine et les pays développés, c'est aussi visible au niveau des marchés financiers. Car la correction des marchés actions chinois avait commencé beaucoup plus tôt que sur les marchés européens et américains, en raison notamment du tour de vis réglementaire imposé par les autorités l'année dernière et la fragilité du secteur immobilier avec la crise Evergrande qui a été très présent dans l'actualité. Donc, dès le premier trimestre 2021, les principaux indices chinois avaient commencé à décrocher alors que les indices actions américains, européens et poursuivaient en fait leur mouvement haussier dans un élan de reprise post-Covid. Donc l'indice MSCI China a perdu depuis son plus haut en 2021 environ 54%. Mais la baisse la plus forte a été visible sur les valeurs technologiques chinoises, comme vous pouvez voir sur le graphique de gauche. L'indice Nasdaq Golden China, qui est une représentation en fait, qui mesure la performance des valeurs technologiques chinoises, a perdu 73% par rapport à son plus haut en 2021. Et cette correction a entraîné des multiples de valorisations aussi qui ont fortement dégonflé. Et par exemple, aujourd'hui, des valeurs comme Tencent se paye désormais 13 fois les bénéfices, ce qui est relativement peu si on compare à l'indice américain, le Nasdaq, qui se paye encore à 25 fois les bénéfices, et ce, malgré la correction de 25% qu'on a eu depuis le début de l'année. Et un autre élément très marquant, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran, c'est aujourd'hui l'indice des actions chinoises, le MSCI China. Si on regarde le niveau de l'indice, c'est redescendu au niveau, même en dessous de son niveau de 1993, époque où le PIB chinois était 40 fois inférieur à son niveau actuel. Donc, et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des opportunités historiques et des sociétés chinoises qui, malgré leurs fondamentaux solides, traitent en dessous qui ont une capitalisation boursière qui est en dessous de leur niveau de liquidité au bilan, ce qui était vraiment du jamais vu, donc ce qui peut éventuellement constituer une opportunité pour les investisseurs. Alors, opportunité d'autant plus que tu as voulu t'attarder pour cette semaine sur l'importance de la Chine d'un point de vue justement donc macroéconomique. Que représente la Chine aujourd'hui
au global, donc sur les marchés financiers notamment, et sur justement donc l'ensemble de l'économie mondiale. Je te laisse commenter tes slides. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, que représente la Chine? Donc, on peut se poser la question, quel est le poids de la Chine? C'est vrai que, tout d'abord, la Chine, c'est vraiment deuxième puissance économique du monde et c'est également le deuxième plus grand marché action au monde avec une capitalisation de presque 20 trilliards de dollars et plus de 6 000 sociétés cotées. Donc, c'est le deuxième plus grand marché individuel derrière les États-Unis. Et malgré cela, les sociétés chinoises et la Chine est sous-représentée dans l'indice global parce qu'elle ne représente que 4% de l'indice MSCI Monde aujourd'hui. Et maintenant, si on regarde la partie gauche de l'écran, c'est quoi les marchés chinois? Parce que on entend parler souvent des différents marchés chinois. Donc, le chiffre que j'ai mentionné, le 20 trilliards de dollars, ça concerne la totalité des différents marchés chinois. On a notamment les actions A, donc ce sont les marchés des actions chinoises qui sont listées à Shanghai et à Shenzhen. Ces marchés étaient pendant longtemps difficiles d'accès aux investisseurs étrangers parce qu'elles étaient fermées ou il fallait avoir des quotas spécifiques pour pouvoir investir sur ces marchés. Depuis 4 ans, il n'y a plus de soucis et ces marchés sont maintenant, avec les programmes Connect, sont accessibles aux investisseurs étrangers. Donc, voilà, c'est une partie importante des actions chinoises aujourd'hui, mais on a également par exemple les actions H, donc ce sont les sociétés chinoises qui sont cotées sur les marchés à Hong Kong. Ce sont les marchés historiques où les investisseurs investissaient s'ils voulaient s'exposer à la Chine. Pendant longtemps, c'était vraiment le seul marché qui était la référence pour les investisseurs étrangers. Et à côté de cela, on a aussi donc ces fameux ADR, donc ces actions chinoises qui sont cotées sur les marchés américains, que ce soit sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. Mais si comme vous pouvez le voir, la capitalisation boursière des ADR est nettement plus faible que la capitalisation boursière des actions H et des actions A. Donc, un marché chinois qui est très important de par sa taille et qui semble être un marché assez incontournable pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs allocations. Entendu. J'aimerais enfin côté idée d'allocation, donc l'idée c'est de parler de votre fameux fonds Carmignac émergent. Et donc là, le focus c'est sur les entreprises de qualité à la pointe de l'innovation, avec des valorisations bien entendu attractives. Tout à fait. Comme vous savez, donc notre fonds phare Carmignac Émergent, qui investit dans les grandes et moyennes capitalisations au sein des marchés actions émergents. On a beaucoup d'investissements aujourd'hui en Asie, environ plus de 75% de nos investissements sont en Asie, et on a vraiment un positionnement qui favorise donc les sociétés innovantes et les sociétés de qualité. Dans des pays comme la Chine, la Corée. Ce sont vraiment les deux principales pondérations géographiques du fonds. On a un peu plus de 40% investi en Chine et environ 20% en Corée. Comme vous savez, ces valeurs de croissance et de qualité avaient normalement des valorisations historiquement assez élevées. Mais compte tenu de la forte baisse que nous avons observée et des éléments des dislocations que nous avons pu voir au début de la présentation, aujourd'hui, ces titres présentent des valorisations qui sont très attractives. Et là, à l'écran, je vous ai mis quelques exemples de titres qui nous paraissaient très attractifs. Donc, le premier, c'est Haier Smart Home, c'est une société chinoise qui est la première marque d'électroménager connecté. Mais malgré ça, la société a une capitalisation boursière qui est en dessous de son niveau net cash. On peut également prendre comme exemple une autre société chinoise que nous avons rajoutée dans le portefeuille. D'ailleurs, on a vraiment, dans nos allocations, on a renforcé la pondération de ces sociétés qui, pour nous, avaient une valorisation qui était complètement déconnectée des fondamentaux. On a rajouté récemment, on a introduit en portefeuille Full Truck. C'est une société qui est une place de marché pour
pour le transport en camion en Chine. Ça permet aux industriels vraiment de réserver des trajets dans les meilleures conditions et d'éviter que les camions reviennent à vide. C'est un peu le Uber des camions en Chine. Et donc, avec des perspectives de croissance très attrayantes. Et malgré cela, la valorisation est devenue très attractive parce que les liquidités de la société représentent 41% de la capitalisation boursière. Donc voilà. Donc là, c'est la Chine. À côté de la Chine, on trouve aussi des sociétés qui ont des valorisations très attractives en Corée. D'ailleurs, on a eu sur les dernières semaines une baisse des valeurs coréennes. Parce que historiquement, les marchés coréens ont été toujours perçus comme étant des marchés très cycliques. Et aujourd'hui, les valorisations des actifs coréens semblent refléter vraiment un scénario d'effondrement durable de la demande mondiale, ce qui est pour nous pas justifié. Et donc aujourd'hui, on est investi dans des sociétés innovantes, vraiment à la pointe de l'innovation, notamment dans le domaine des semi-conducteurs et des véhicules électriques, donc avec des perspectives très attrayantes, mais qui offrent des valorisations très attrayantes. Par exemple, si on prend Samsung Electronics, qui est le leader mondial dans la fabrication des mémoires, il traite à moins de 4 fois son profit opérationnel, mais en échange, ils ont 120 milliards de dollars de liquidités dans leur bilan. La même chose pour LG Chem, qui est le leader mondial dans la fabrication des batteries, mais qui traite à moins de 5 fois les profits opérationnels. Donc cet environnement et donc les valorisations interactives nous rendent très confiants sur les perspectives de rebond de ces sociétés dans les mois qui viennent. Qui viennent. Entendu. J'aimerais donc c'est un fonds pour le coup, donc pour rappel, qui existe à la fois donc dans notre activité bourse sur notre plateforme transactionnelle et dans notre offre d'assurance vie. Alors il y a quelques questions, il y a quelques questions et on va commencer par une question justement sur la structuration des marchés chinois. Donc je remets la slide et la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une différence importante en termes de valorisation des titres en fonction justement de la place de cotation d'une part, et qu'en est-il justement donc, du fonds Carmignac émergent, sur quel marché en particulier est-il investi? Oui, alors tout à fait. Et c'est vrai que les marchés actions A, qui historiquement sont des marchés domestiques, qui étaient fermés, qui étaient réservés en fait aux investisseurs un peu retail, donc particuliers chinois, avaient des valorisations qui étaient un peu plus élevées que les actions H. Et aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs sociétés qui ont une double cotation. Donc, une même société chinoise peut avoir une cotation qui est sur le marché A et marché H. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour le même titre, qui est donc les mêmes fondamentaux, dont la valorisation doit être le même, sur le marché A, les valorisations sont un peu plus chères. Mais c'est quelque chose de temporaire. Et on pense qu'avec les plus d'investisseurs institutionnels qui vont aller sur les marchés des actions A, cette prime va se résorber et on va converger vers des valorisations similaires pour deux titres qui sont cotés sur les deux différents marchés qui doivent avoir normalement la même valorisation. Et en ce qui concerne maintenant la deuxième partie de la question sur comment nous on est positionné aujourd'hui, c'est vrai que donc cette prime, donc ces valorisations qui sont un peu plus élevées sur les marchés des actions A fait qu'on a un peu moins d'investissement. On a environ 2,5% sur les 40% dans ces actions A, le reste étant sur les marchés H et les ADR. Donc, on a environ 18% sur les ADR et puis 20% sur les actions Hong Kong qui représentent la majeure partie de nos investissements aujourd'hui, qu'on a d'ailleurs renforcé sur les dernières semaines parce que voilà, ce sont des marchés qui sont moins repris que les ADR qui ont fortement augmenté sur le second trimestre. D'accord. Autre question, c'est sur justement la dynamique économique chinoise. Donc, effectivement, une dynamique qui, on l'espère, a vocation à persister, malgré éventuellement des risques et des incertitudes. La question qui est posée, c'est quels indicateurs clés, justement, vous allez suivre pour, en fait, palper cette résistance de la dynamique économique chinoise?
Alors, plusieurs indicateurs. C'est vrai que c'est très complexe d'avoir une idée vraiment de l'activité globale en Chine. Avec notre économiste, nous, on regarde plusieurs indicateurs, notamment l'impulsion du crédit, c'est très important. Les chiffres, des prêts, faits par, les gouvernements, locaux pour, le secteur immobilier. Sinon, ce qu'on regarde également maintenant avec la reprise du Covid, c'est la reprise de l'activité du fret. On regarde, voilà, si, les transports ont repris. Il y a, pour avoir vraiment une idée de l'activité. Sinon, en ce qui concerne, la santé, côté consommation et la demande intérieure, on regarde bien sûr les chiffres de consommation, les ventes, automobiles qui donnent vraiment une idée de la santé, des marchés intérieurs et de cette, comment dire? De la santé de la demande chinoise et donc du consommateur chinois et voir si, l'économie intérieure se porte bien. D'accord, d'accord, j'aimerais. Une autre question concernant justement donc, la période économique actuelle dans son ensemble. Comment est-ce qu'on peut la qualifier en fait? Donc, comment est-ce qu'on la qualifie au sein de Carmignac à date? Donc, est-ce que c'est une croissance faible, une stagnation, une décroissance, une récession, une pré-récession? Enfin voilà. Donc, comment aujourd'hui vous qualifiez la configuration macroéconomique dans laquelle on se trouve et dans laquelle on pourrait éventuellement se retrouver? Alors, c'est vrai que les risques, de stagflationniste sont présents, c'est comme ça qu'on peut qualifier notamment si quand on parle des marchés développés. En Chine, c'est plus un ralentissement, modéré, contrôlé avec, des mesures de soutien ciblées. Donc, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Au contraire, comme on voit au sein des pays développés, vraiment un environnement stagflationniste et voire des risques de récession. En Chine, c'est plutôt un ralentissement contrôlé avec des rebonds et ciblés par secteur. D'accord, d'accord. J'aimerais une dernière question sur votre allocation. Donc, tu as mentionné la Chine et la Corée. Quelles autres aujourd'hui, en fait, zones géographiques ont justement votre voilà, engouement, votre préférence à l'heure actuelle? Alors, il y a un troisième pays, en Asie qu'on aime bien, c'est l'Inde. Même si, on a beaucoup réduit la pondération de l'Inde, on a toujours des sociétés qu'on aime beaucoup, donc on a environ un peu moins de 10 investis en Inde, donc c'est notre troisième plus gros marché. Mais c'est un pays qu'on a réduit, même si on aime bien, les fondamentaux des sociétés que nous avons en portefeuille à court terme, avec la hausse des prix de matières premières, l'Inde se retrouve fragilisée, d'autant que les valorisations sont très élevées. Le marché indien, l'année dernière, on fait que monter. Donc c'est pour ça qu'on est devenu un peu plus prudent. Et sinon, on a également, beaucoup d'investissements en Amérique latine et notamment, le Brésil et le Mexique sont, les pays où on voit, des perspectives plutôt attrayantes. Ce sont des marchés qui ont bénéficié beaucoup, de la hausse des prix des matières premières depuis le début de l'année. Donc, ils ont, des fondamentaux macroéconomiques qui se sont améliorés. Et là aussi, nous, on est positionnés sur des secteurs, de croissance qui vont bénéficier donc, des fondamentaux macroéconomiques qui sont améliorés. Mais, il y a, il y a bientôt en fait, enfin, des élections au Brésil et c'est vrai que, on peut voir une reprise de volatilité, au cours du deuxième trimestre en Amérique latine, donc on reste quand même prudent. Mais on a quand même environ, 8-9 investis au Brésil et puis 5 au Mexique, donc ça reste vraiment, nos principales, pays, qu'on D'accord. préfère au sein de nos allocations aujourd'hui. Entendu, j'aimerais. Entendu. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, merci énormément à tout le monde. Merci à tous les participants. Merci bien entendu à toi, j'aimerais, pour tes explications et ton éclairage. Nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine, avec le même lien de connexion. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en amont si vous le souhaitez. Et bien